Donc, Carnot. Donc, Carnot, 1824. Alors, vous vous rappelez, je vous avais lu un extrait qui disait, bon, on comprend que tous les systèmes mécaniques, on comprend en détail comment ça marche, mais la chaleur, il n'y a pas de principes généraux. On ne sait pas finalement quels sont les principes de base. Donc, Carnot a écrit un livre en 1824 il a fait imprimer 600 exemplaires à compte d'auteur. Puis, en gros, il n'y a personne qui l'a lu. Pourquoi? Ben parce que les ingénieurs trouvaient que c'était trop relié à des trucs qui n'étaient pas pratiques. Puis, les scientifiques trouvaient que c'était trop intéressé à des machines, puis c'était trop concret finalement. Donc, voilà. Pourtant, dans ce livre-là, donc, il a énoncé des idées très, 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 très importantes. Donc, dans son cas, c'était le calorique. Donc, ce qui permettait aux machines de fonctionner, c'était la chute du calorique. Puis la température, c'était comme une différence de potentiel, s'il vous plaît, si vous voulez. Évidemment, le calorique, c'est pas une bonne idée. Dans son cas, le calorique était conservé. C'était quelque chose qui était conservé. Un liquide, un fluide qui était conservé. Mais ce qui est important, c'est que c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Comme vous allez voir un peu plus tard, je vais vous montrer son raisonnement au complet. Puis en réalité, ce qu'il venait de découvrir, c'était la deuxième loi de la thermodynamique. Donc, l'autre chose qu'il avait dans ce livre-là, c'était le concept de réversibilité. On pouvait construire une machine réversible. Donc, vous savez comment est-ce qu'on fait ça? On s'arrange pour que l'entropie n'augmente pas. Ensuite, il y avait aussi l'idée qu'il y avait une efficacité maximale des machines, et puis que les machines, il fallait qu'elles soient cycliques. C'est-à-dire que, pensez à un moteur de voiture ou peu importe, si on veut que ça continue toujours, il faut quelque chose de cyclique. Ensuite, il avait montré que dans un processus isotherme, une détente isotherme, si on laisse un gaz se détendre de façon isotherme, il faut qu'il y ait une quantité de chaleur absorbée Q qui est proportionnelle au log du rapport des volumes. Donc, Dulon a redécouvert cette loi-là, puis il n'a jamais mentionné Carnot. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié, mais en tout cas, c'était un livre qui avait plein d'idées intéressantes. Alors, pourquoi est-ce que Carnot n'a pas fait la promotion de son livre? Pourquoi est-ce que finalement c'est resté inconnu? C'est parce que, probablement, parce qu'en fait, il avait découvert que le calorique, ça n'existait pas, que c'était la même chose que le mouvement. Donc, je vais vous lire. Carnot, il est mort 8 ans après avoir écrit son livre en 1824. Donc, c'était le fils d'un politicien et militaire français bien connu. Donc, il est mort 8 ans après du choléra. Non, dans ce temps-là, les maladies, ça frappait. Et puis, son frère retrouvé dans ses... et puis, donc, dans ce temps-là, quand les gens mouraient du choléra, ils brûlaient tout là, à cause de la contagion. Mais son frère, avant de tout brûler, il a trouvé des choses que Carnot avait écrites. Puis une d'entre elles, c'est celle-là ici que je vais vous lire. Donc, la chaleur n'est autre chose que la puissance motrice, ou plutôt le mouvement qui a changé de forme. C'est un mouvement dans les particules du corps. Partout où il y a destruction de puissance motrice, il y a en même temps production de chaleur en quantité précisément proportionnelle à la quantité de puissance motrice détruite.
réciproquement. Partout où il y a destruction de chaleur, il y a production de puissance motrice. Donc, en fait, il venait de découvrir la première loi de la thermodynamique. La différence d'énergie, c'est la chaleur absorbée moins le travail. Donc, l'énergie interne, elle peut se manifester sous forme de travail ou sous forme de chaleur. Puis, il avait même trouvé, en fait, l'équivalent de dire que la calorie, hein, il avait trouvé 3,7 joules. On sait que c'est 4,18, mais il avait trouvé ça. Donc, il avait perdu confiance, si vous voulez, dans son idée de calorie. Donc, à notre connaissance, Carnot a eu un lecteur. Un lecteur, c'est Clapeyron. Qui a découvert son livre, puis qui a trouvé qu'il y avait plein d'idées intéressantes. Mais tout comme Carnot, personne ne voulait publier ça. Donc, il a écrit ça dans le journal de son école, l'école polytechnique en France, qui est une école bien connue. En 1833, il a écrit un livre où il faisait la promotion des idées de Carnot. Malheureusement, tout était basé encore sur le calorique. Donc, étant donné la publicité que Clapeyron a fait, il est devenu célèbre aussi pour une autre formule qui s'appelle la formule de Clausius-Clapeyron, comme vous allez voir au prochain cours, qui est relié aux transitions de phase, puis à certaines de ces idées-là. Donc, ça a été traduit en anglais en 1837, puis en allemand en 1843. Et puis, c'est cette traduction en anglais qui a permis à Kelvin d'avoir accès à ce livre. Kelvin était un grand fan du calorique, mais finalement a réussi à se réconcilier avec Joule. Et puis, c'est grâce aux idées de Carnot sur la réversibilité puis l'efficacité maximale des machines qu'il a proposé son échelle de température absolue en 1851, basée sur des considérations macroscopiques sur l'efficacité des machines. Voilà. Donc, notre sujet, ça va de m'interrompre tout le temps hein, s'il y a des questions ou n'importe quoi, des remarques. Donc, la partie 3 ici, donc la section 4 du chapitre 4, partie 3, ça va être les machines. Les machines thermiques. Donc, comment est-ce qu'on peut extraire de la chaleur pour faire du travail. Donc, on va utiliser nos crayons de couleur. Donc, les machines vont toujours fonctionner entre un réservoir de température élevée, qu'on va appeler T chaud, et puis un réservoir qui, lui, est à basse température, donc T froid. Et puis, il va y avoir donc de la chaleur qui va être extraite du réservoir froid, chaud, pardon, qu'on appelle QC pour Q chaleur. On va avoir une machine ici qui est cyclique, d'accord, qui produit du travail.
je vais vous montrer des exemples concrets de comment est-ce qu'on fait ça. Le premier exemple, ça va être un réacteur nucléaire. Donc, ce n'est pas juste les locomotives à vapeur. Puis là, qu'est-ce qui se passe si on avait quelque chose qui faisait juste ça? Donc, convertir de la chaleur en travail. On sait qu'on peut convertir du travail en chaleur avec 100% d'efficacité. Donc, par exemple, si je frotte ma main sur n'importe quoi, une surface rigide, bien, je fais du travail, puis la friction fait que je génère de la chaleur. Mais le processus inverse n'est pas possible. On ne peut pas juste partir de la chaleur puis faire du travail dans un système macroscopique. Pourquoi? Pourquoi? Bien, parce qu'on sait que si un réservoir de chaleur perd de la chaleur, bien, il y a un changement d'entropie qui va être égal à moins la valeur absolue de Q chaleur sur T chaleur. OK? Donc, j'ai mis des valeurs absolues pour que ça soit très clair. Normalement, on travaille avec des quantités algébriques. Mais là, je vais travailler avec des valeurs absolues, puis je vais mettre les signes en avant de telle sorte qu'on ne se mélange pas. D'accord? Donc, vous voyez, si j'ai un réservoir qui perd de la chaleur puis qui fait du travail, bien, j'ai de l'entropie qui diminue. D'accord? Puis on a vu que ça n'était pas possible. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Ce qui doit se passer, c'est qu'il faut qu'on ait une quantité Q froid qui aille ici. Puis ça va augmenter l'entropie de ce réservoir-là. Donc, ici, le delta S, il va avoir un plus Q froid sur T froid. Dans la version des notes que vous avez, là, il y a une erreur de signe. Puis j'ai corrigé les notes, mais hier, Moodle ne marchait pas, donc je n'ai pas réussi à les mettre sur le réseau, mais je vais faire ça maintenant là, avec le signe corrigé. Est-ce que tout le monde est confortable avec ça? Donc, ça, c'est l'idée de Carnot, hein, du calorique ici. Vous voyez, la chute du calorique, c'est ça ici. Là, on transmet de la chaleur de là à là. Maintenant, maintenant, la première loi, conservation de l'énergie. Donc, le travail va être égal à la chaleur absorbée. Est-ce que vous voyez encore? Oui. Moins ce qui est mis dans le réservoir froid. Q froid. Donc, ça, c'est la première loi de la thermodynamique. Donc, comment est-ce qu'on peut définir l'efficacité de cette machine-là? Avez-vous des idées? Suggérez-moi quelque chose pendant que je fasse ici. Là. Monsieur? Si toute la chaleur était convertie en travail, ça serait une machine 100% efficace. D'accord? Monsieur? Donc, je vais définir l'efficacité comme le rapport entre le travail qui est fait, puis la chaleur que ça va m'avoir coûté. D'accord? Donc, on va définir que l'efficacité état, c'est égal au travail qui est fait divisé par la chaleur. Chaud. Donc, si il n'y a rien qui est rejeté dans ce réservoir-là, j'ai quelque chose qui est efficace à 100%. Bon, maintenant, j'utilise la conservation de l'énergie. Donc, W, c'est égal à Q chaud moins Q froid divisé par
Q chaud. Donc, ça, c'est égal à 1 moins Q chaud, valeur absolue, sur Q fois valeur absolue. D'accord? Tout le monde est d'accord? Q fois, qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez. Bon, je suis encore endormi finalement. D'accord? Ça, c'est Q chaud sur Q chaud, ça fait 1. Puis ça, c'est Q froid sur Q chaud. Bon, on va finir par l'avoir comme il faut. Donc, Q froid sur Q chaud. D'accord? Donc, vous voyez que si je ne rejette pas du tout de chaleur dans le réservoir froid, ben, l'efficacité, c'est 1. Mais donc, est-ce qu'il y a une contrainte ici sur ce rapport-là? Ben, il faut que Q froid soit plus petit que Q chaud. Oui, ça, c'est vraiment une contrainte. Est-ce qu'il y en a une autre? L'état ne peut pas être négatif. Exactement. Il faut que l'entropie soit positive ou nulle. D'accord? Le changement d'entropie soit positif ou nul. Donc, ça va clairement nous donner une contrainte sur ce rapport-là, vous voyez. Donc, si j'écris, vous voyez encore ici, oui. Donc, si j'écris delta S est égal à Q chaud sur T chaud moins Q froid, pardon, moins Q chaud sur Q chaud plus Q froid sur T froid, puis que je demande que ça soit plus grand ou égal à 0. D'accord? Ça, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Donc, cette inégalité-là me permet de trouver une inégalité pour Q froid sur Q chaud. C'est-à-dire que si je mets, par exemple, cette quantité-là avec un signe moins à droite, je trouve que Q froid sur T froid, valeur absolue, est-ce que vous voyez là? Oui. Est plus grand ou égal à Q chaud sur T chaud. Et ce qui m'intéresse, c'est le rapport Q froid sur Q chaud. Donc, ça, c'est pas compliqué. On peut réécrire ça. On peut réécrire que Q froid sur Q chaud, valeur absolue, Q froid sur Q chaud, est plus grand ou égal, je mets ça de ce côté-là, donc à T froid sur T chaud. Alors, vous voyez que ça, c'est plus grand ou égal à ça. Puis ça vient avec un signe moins ici. D'accord? Ça vient avec un signe moins. Ça veut dire que j'ai une inégalité pour l'efficacité. Donc, l'efficacité doit être plus petite ou égale à 1 moins T froid sur T chaud. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle donc le théorème de Carnot. J'ai oublié ça dans ma liste au début là, de ce qui était dans son livre. Donc, peut-être pas directement sur cette forme-là, mais voilà. Il existe une limite absolue. Puis vous voyez comment c'est joli, ça, parce que ça ne dépend pas des détails de la machine. La machine, comme elle est cyclique ici, elle ne contribue pas à ce changement d'entropie. Elle revient toujours au même point. Puis, comme l'entropie, c'est une variable d'état, ça veut dire que sur un cycle, il ne peut pas y avoir de changement d'entropie dû au moteur. Donc, dû à cette partie-là de l'affaire. Donc,
indépendamment de l'agent, c'est-à-dire comment est-ce que cette machine-là est faite, comment ces réservoirs-là sont faits. Ça ne dépend pas de c'est de la chaleur qui vient du charbon, de la chaleur qui vient d'un réservoir nucléaire, d'un réacteur nucléaire. Ça ici, la machine, est-ce que c'est une turbine qui tourne? Est-ce que c'est une roue qui tourne? Ça n'a pas d'importance. Vous voyez? Donc, puis la seule chose qu'on a besoin de savoir des réservoirs, c'est leur température absolue. Puis ça limite une limite absolue à l'efficacité des machines. Est-ce qu'il y a une question? Oui, Émile. Monsieur? Oui. OK. Oups, je t'entends pas. Je t'entends pas. OK. Là, vous m'entendez? Oui. OK. Pourquoi pour l'énergie, vous avez défini en fonction de... Pourquoi vous avez divisé par la chaleur au lieu de diviser par l'énergie totale du système? C'est parce que si, mettons, on veut l'efficacité du travail, fait que, ben, je sais pas, moi, logiquement, j'aurais divisé mon énergie du travail divisé par l'énergie totale du système pour avoir un pourcentage, genre l'efficacité du système. Ben, l'énergie totale du système, qui est ici, c'est QC sur QF, plus QF, donc ça aurait donné 1. En fait, l'efficacité, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher. Il y a de l'énergie ici. La question, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher cette énergie-là, qui est sous forme désordonnée, donc c'est juste quelque chose de chaud. Comment est-ce qu'on peut aller chercher cette énergie-là pour en faire du travail? OK. C'est ça la question. D'accord? Il y a quelqu'un qui m'a donné ça. Puis, ça, c'est sur un cycle. Combien de chaleur je peux convertir en travail? Évidemment, si mon réservoir est plus gros, il y a une plus grosse source d'énergie, bien ça va pouvoir tourner pendant plus longtemps, puis je vais pouvoir faire plus de travail. D'accord? Mais c'est pas ça la question. La question, c'est sur un cycle, comment est-ce que l'énergie qui est ici, comment est-ce que je peux l'extraire pour le transformer en travail? Une bonne question, Émile. Tu vois, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voyez, est-ce que la question est bien formulée, là? C'est bon? Donc là, maintenant, on va regarder des vidéos. Donc, il y en a un qui est un réacteur nucléaire qui va vous montrer comment est-ce qu'une centrale nucléaire, finalement, comment est-ce que c'est basé sur ces principes-là, comment est-ce qu'on peut calculer l'efficacité. Vous voyez que l'efficacité va être maximale quand la différence de température entre les deux réservoirs va être le plus grande possible. Puis en fait, l'efficacité peut tendre vers 1 si T fois est égal à 0. Donc, si ça, c'est un réservoir à température nulle, on peut avoir une efficacité égale à 1. Sauf que la troisième loi nous dit qu'on ne peut pas avoir de réservoir à température nulle. D'accord? Donc, la thermodynamique, c'est un peu déprimant de ce point de vue-là. OK? Donc, on va regarder ces vidéos-là, puis vous me poser des questions. Je vais partager encore.